On va parler des grèves et notamment, hausse des salaires, congés payés, ces avancées sociales majeures obtenues grâce aux grèves, dit le Ouest France, et j'ai agrémenté de quelques trucs que j'ai trouvé moi-même sur Wikipédia. À quoi ça sert de faire grève ? J'ai envie de vous dire dans ce pays, mais à quoi ça sert de faire grève même dans le monde en fait ? Ça sert depuis longtemps parce que les premiers mouvements de grève sont des mouvements anciens, les premiers mouvements que j'ai notés qui viennent de Wikipédia, voilà, c'est pas moi qui l'invente, sur la page grève littéralement. On nous parle par exemple d'une révolte d'ouvriers qui construisaient la pyramide de Khéops vers 2558 avant JC, à la suite de la diminution puis de la suppression de l'ail dans la ration quotidienne. Moi je bouffe tellement d'ail que je comprends le seum. Et on nous parle de la grève des ouvriers de Daïr el-Médineh, construisant les monuments de la vallée des rois, employés par Ramsès III en l'an 29 de son règne, donc c'est-à-dire en 1155 avant JC. À la suite des retards de ravitaillement, cette grève a duré 6 mois et s'est terminée par la satisfaction des revendications. Les grèves, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et en fait, ça fonctionne. Vraiment, c'est terrible. Et ils voulaient une diminution du coût de frais, j'ai vu ça dans Astérix. Alors dans les mouvements de grève dont je vais vous parler, il y a aussi les grèves étudiantes, voilà, souvent on dit oui mais les étudiants et les lycéens peuvent pas faire grève parce qu'ils n'ont pas vraiment de travail. Alors en fait si, ça compte aussi comme des grèves. En France, une des plus grosses grèves de l'histoire qu'on ait connue, une des grèves anciennes, il y a notamment la grève de 1229 de l'Université de Paris, qui est une grève des maîtres associée à un boycott des étudiants dans une lutte contre l'évêque de Paris et la reine de France, rien que ça, qui entraîne la paralysie de l'université pendant 2 ans. Donc les maîtres et les étudiants étaient unis pour protester contre la répression meurtrière d'une émeute d'étudiants par les autorités civiles, en violation des privilèges de l'université. Ils étaient en mode ACAB, vous avez réprimé des émeutes de manière trop violente, vous avez tiré sur les manifestants, on bloque l'université pendant 2 ans. Donc les privilèges de l'université, normalement, leur conféraient notamment le droit, ou j'ai envie de vous dire le privilège, le privilège de dépendre de la justice ecclésiastique pour leurs étudiants. Et cette émeute avait eu lieu lors d'altercations le jour de Mardi Gras, visiblement. Et c'est après 2 années de négociations, 2 ans de négociations, que le pape Grégoire IX adresse aux professeurs et aux étudiants de l'Université de Paris une bulle pontificale qui s'appelle Parens Scientiarum, qui accorde par celle-ci à l'Université de Paris les principaux privilèges qui consacrent son indépendance culturelle et juridique. Donc oui, ça fonctionne, y compris quand c'est la monarchie, et y compris quand c'est ACAB à l'époque, quoi. J'aime bien ACAB à l'époque, tu vois, bon. Je ne m'y attendais pas. Mais après, c'est vrai que quand on parle de grève et qu'on parle d'acquis sociaux, on parle de choses qui ont un impact directement sur notre quotidien, qui ont un impact palpable, qui ont un impact vraiment actuel, j'ai envie de vous dire. C'est ce que Ouest France a mis en avant. Il y a 3 mouvements de grève qui ont été importants. C'est d'abord en 36. C'est les congés payés. Comme nous le dit Ouest France, un important mouvement de grève générale se développe en France au lendemain de la victoire du Front Populaire aux élections du 3 mai 1936. Les ouvriers occupent leurs usines et s'organisent. Le pays est paralysé. Le 7 juin, après plusieurs semaines de conflit social, le gouvernement signe les accords de Matignon, les fameux. Ces derniers prévoient une augmentation générale des salaires de 20%, l'établissement de contrats collectifs de travail, la mise en place des délégués du personnel dans les entreprises de plus de 10 salariés, la semaine de 40 heures, 2 semaines de congés payés. Énormissime comme victoire. Sachant que les congés payés existaient déjà en France, et les premiers congés payés, je crois que c'est sous Napoléon, enfin le deuxième, donc Napoléon III. C'était cantonné à quelques fonctions, spécialement, je ne sais plus lesquelles, et ça existait déjà dans d'autres pays d'Europe aussi. Donc la 3e semaine de congés payés, c'est 56, la 4e 69, et la 5e 82. Ensuite, note Ouest France, la hausse des salaires historiques après mai 68, évidemment. Donc là, la France est à l'arrêt, encore une fois. Ce sont les étudiants qui commencent, ils sont rejoints par les ouvriers. La grève prend ensuite de l'ampleur, elle devient sauvage, c'est-à-dire elle est non organisée par les syndicats, un peu en mode gilet jaune, quoi. Ça dure 1 mois. Le mouvement compte près de 9 millions de grévistes sur les 15 millions de salariés de l'époque. C'est énormissime. Donc c'est un record, c'est un record qui n'a jamais été égalé. On a ensuite du coup des blocages et on a ensuite les accords de Grenelle ainsi signés en mai 68, fin mai 68, qui font retourner les ouvriers au travail, qui marquent la fin du mouvement, mais qui garantissent une augmentation de 35% du SMIC, donc l'ancien SMIC, et tous les autres salaires de 7%. C'est pas rien quand même. Ouest France nous note aussi la réforme des retraites de 95, la réforme Juppé, je crois qu'elle s'appelle. Oui, ça, le projet de réforme d'Alain Juppé. Il avait un projet de réforme sur les régimes de retraite de fonctionnaires et des agents publics. Et donc là, il y a eu grève de la SNCF et de la RATP. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler à titre personnel parce que mon père était cheminot et à l'époque, il était jeune cheminot. Lui, il a fait toute la grève, tout le long, sans le mois de salaire. Il racontait à quel point c'était galère, etc. Mais voilà, on l'a fait plier, ce fils de pute. Donc les fonctionnaires observent également plusieurs journées de grève, donc les manifestations se multiplient, touchant la Poste, France Télécom, EDF, GDF, l'Éducation nationale, le secteur de la santé, l'administration et les finances. Alain Juppé renoncera finalement à la réforme des retraites, mais par contre il conservera le plan de redressement de la sécurité sociale qui était pas forcément génial, j'imagine. Et en 1953, les grandes grèves de la fonction publique contre le projet de retarder l'âge de la retraite pendant l'été. Le projet a été retiré. Et on pourrait noter, c'est un dernier truc où c'est plus des blocages de lycées et des grèves étudiantes que des grèves en tant que telles. 2006, le projet de Villepin du CPE, donc le contrat de première embauche, je crois, il y a tout un article Wikipédia dessus, où là, c'était, il y avait tout de suite des contrats spécifiques pour les jeunes qui étaient extrêmement précarisants, où il y a eu beaucoup de mobilisation sociale et le retrait de la réforme.
Ceci, c'est avant, quand on calculait le temps de grève, on calculait le nombre de journées non travaillées, et puis maintenant, on a un nouvel indicateur depuis 2005. Et ça permet de voir à quel moment on a le plus fait grève et à quel moment on a finalement le moins bossé, et nous qui avons cette réputation de rien foutre à part faire grève. Eh bien, ce qui est absolument frappant, c'est qu'en réalité, donc là on a 1968, mais ensuite en fait on a énormément d'heures entre 68 et ça s'essouffle un peu à partir de, on va dire 85. On repasse sous la barre des 1000 et ça ne remonte qu'en 88. Bref, on n'a jamais fait si peu grève. C'est sur Wikipédia le tableau et du coup ça renvoie vers les chiffres de dares.travail-emploi.gouv.fr, des chiffres qui datent de 2017. Ça, ce sont les données en millions et à partir de 2000 en milliers. Donc en fait c'est 1500, 500, 200, 200, 200. Parce qu'il faut multiplier par 1000 à partir de là. Donc tout ça nous montre que en fait on fait de moins en moins grève. Pourtant, pour un nombre de lois et de conflits sociaux qui on a l'impression augmente. Ce qui est quand même incroyable, c'est d'avoir aussi peu sous Sarkozy, finalement aussi peu sous Hollande. En fait, c'est relativement marginal, quoi. Après, j'imagine que ça veut aussi dire quelque chose de comment est l'état du marché du travail aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, les gens n'ont plus les moyens de faire grève. Enfin, ils sont trop dans un entre-deux. Là, s'ils font grève, c'est des salaires dont ils peuvent pas se passer, mais en même temps, ils ont encore leur boulot et ils veulent encore le garder. Effectivement, les lois qui ont changé, et je pense aussi un truc qui joue, il faudra peut-être le voir en détail, c'est en fait la fin des grandes corporations. C'est aujourd'hui à la SNCF, ça veut rien dire la grève SNCF. Il y a Grande Ligne, il y a TER, il y a le fret, il y a Infra, il y a je sais pas combien d'entreprises différentes dans la SNCF aujourd'hui, par exemple. Et ça reste quand même une grosse boîte. La plupart des ouvriers aujourd'hui sont peut-être moins dans les secteurs primaires et secondaires. Il y a de plus en plus de gens dans le secteur tertiaire, dans les petites boîtes, dans les PME. J'ai vu une stat comme quoi c'était la moitié des cadres employés, je crois, l'étaient dans des entreprises innovantes. Et globalement, dans du tertiaire, quoi. Donc on a l'air de se tourner vers du tertiaire, de l'ubérisation, etc., de la précarisation. Donc les gens font de moins en moins grève. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de plus en plus contents dans ce qui se passe, et qu'ils acceptent ce qui se passe. Il faut décorréler les deux choses. Mais c'est-à-dire que les blocages sont de plus en plus difficiles, de moins en moins possibles. C'est sûr qu'à la grande époque de l'industrialisation, quand vous bloquiez vraiment une grande entreprise industrielle, évidemment, ça avait un impact direct. Maintenant, on est de plus en plus dans une société des services. Si jamais vous rendez pas le service, c'est pas très grave, il s'attendra. Voilà, en gros, ce qu'on peut en dire de tout ça.